Bonjour à vous tous. J'espère encore une fois que ça roule pour vous, que vous n'êtes pas trop fatigués à quelques semaines des vacances de Noël. Faut garder le cap, hein? On a eu une grosse année, tout le monde. Pénurie de main-d'œuvre, un impact incroyable sur les équipes. Et c'est intéressant, extrêmement intéressant le sujet de ce matin. Et je peux vous dire que notre association avec l'Université du Québec à Chicoutimi et le Centre de formation continue, c'est vraiment important pour nous et ça nous permet à nous, Chambre de commerce, de vous offrir des formations gratuites pour vous, les membres, pour vous, les dirigeants, mais aussi pour tous les membres de votre équipe. Alors, c'est vraiment un privilège pour nous de travailler avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Et d'ailleurs, je cède la parole à une fille que je connais depuis de nombreuses années qui connaît ça, la formation continue. Josée Tremblay, agente de liaison à la formation continue de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui nous présente notre conférencier d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une excellente formation et je vous invite à suivre l'information de la formation continue de l'Université du Québec à Chicoutimi pour tout savoir sur leur programmation absolument exceptionnelle. Bonne formation à vous tous et bonne journée. Bien, merci beaucoup, Sandra. Que rajouter de plus? Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, Christian Coder, avec qui on collabore effectivement depuis de nombreuses années. Donc, je vais le présenter sous l'angle très formel. Alors, il est spécialisé en gestion des stocks et des opérations et ceinture noire, Lean Management et Six Sigma. Il a accompagné plus de 250 organisations au Canada et en France. Il est formateur ceinture blanche, ceinture verte et ceinture jaune en Lean Management. Et je dirais qu'au fil des années, il a formé plus de 6000 personnes dans le but d'améliorer la performance organisationnelle. Depuis 2011, il est formateur pour la formation continue. Mais on se connaît depuis plus longtemps que ça, Christian, n'est-ce pas? Il est formateur pour en 2016, il a fondé l'Académie 2080. Donc, c'est une plateforme en ligne axée sur la performance organisationnelle. Il a publié 2 livres en 2019, donc comment réduire et améliorer la gestion de vos stocks et inventaires et comment améliorer la productivité en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, Christian, je crois que tu vas nous orienter, nous aiguiller vraiment sur effectivement ce contexte de pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour nos organisations? Alors, bonne conférence, Christian. Certainement. Bien, merci. Bonjour. À travers mon parcours, comme Josée l'a mentionné, j'ai pu accompagner une multitude d'organisations et je vais aller droit au but parce que je veux vous partager beaucoup de contenu en peu de temps, mais peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, ce que je vais vous présenter, ça s'applique. Il faut l'adapter à votre réalité, bien entendu. Et ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est basé sur les principes fondamentaux du Lean Management, qui est en fait une culture d'amélioration continue. Et on se base sur ce que l'entreprise Toyota a développé au cours des 75 dernières années et de qui la majorité des organisations performantes sur la planète s'inspirent. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel où on est en pénurie de main-d'œuvre, il y a M. Mike Davis, qui est un ancien vice-président exécutif de chez Toyota, une entreprise canadienne qui appartient à Toyota. M. Davis, que j'ai eu comme mentor, je lui ai présenté le livre que j'ai écrit sur comment améliorer la productivité en pénurie de main-d'œuvre. Puis il m'a dit, Christian, il dit, tu as mis le doigt à la bonne place. Il dit, on doit arrêter de gaspiller le temps et le talent des ressources et de transformer ce temps improductif en temps productif afin d'améliorer la productivité des organisations. Et je vous confirme que, je vais le dire, je vous confirme que dans votre organisation, il y a plusieurs solutions à mettre en place, mais vous avez une capacité cachée de produire ou de créer de la valeur pour votre client. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en 5 étapes des pistes de solutions. En fait, une séquence en 5 étapes qui vous permettra d'améliorer la productivité de votre organisation en appliquant une multitude de concepts et de principes, mais je vais juste en faire un survol à l'instant.
Puis, je vais vous partager, on va faire le tour à travers une présentation PowerPoint que je vous partage à l'instant. Faire ça comme ça. Ça ici, ça programma. Donc, je veux m'assurer que mon écran est bien partagé. Vous le voyez? Excellent. OK. Voici les 5 étapes. Il y a 5 grands principes lignes au niveau opérationnel. Puis là, je vais avoir un angle uniquement opérationnel dans cette présentation-là parce que pour produire plus, il faut être plus efficace au niveau des opérations. Il y a Jeffrey Liker qui a écrit le livre Lean Thinking, où vous pourrez retrouver beaucoup de contenu complémentaire à ça. Mais moi, quand j'ai écrit mon livre, Comment améliorer la productivité en contexte de pénurie de main-d'œuvre, j'ai approfondi les 5 étapes qui sont nommées actuellement à l'écran. Donc, la première étape que vous devez faire en tant qu'organisation, celle-là, elle est quand même simple. Il faut identifier la valeur que vous créez pour votre client, donc en fonction du type d'organisation dans laquelle vous évoluez. Puis là, on va différencier la valeur ajoutée et la non-valeur ajoutée. Dans ce que vous faites, positionnez-vous à 25 000 pieds d'altitude et identifiez, nommez les grandes activités à valeur ajoutée de votre organisation. Et ces activités-là, c'est celles qui permettent de répondre aux besoins de votre client. Puis, quand vous regarderez une activité dans votre organisation, demandez-vous, si je dois facturer ça à un client, serait-il prêt à payer pour ça? Donc, si la réponse est oui, il y a de la valeur aux yeux du client. À l'inverse, les activités à non-valeur ajoutée, c'est celles qui n'ont pas de valeur pour le client, mais des fois, vous avez absolument besoin de ça dans votre organisation pour fonctionner, mais le client, lui, ça ne satisfait pas vraiment son besoin. Et par exemple, OK. Des activités comme faire des ajustements, faire des setups, retranscrire, archiver, transporter, manipuler, gérer des pénuries d'inventaire, de matériel, peu importe, vérifier, recommencer, empiler, désempiler. Ce sont des activités qui n'ont aucune valeur pour le client, mais ça fait partie de votre coût d'opération et ça prend de la capacité de vos ressources pour pouvoir faire ces activités-là. Donc, quand je dis l'étape numéro 1, identifier la valeur pour votre client, concentrez-vous uniquement sur ces grandes étapes-là. Et l'étape numéro 2, schématiser la chaîne de valeur de votre organisation dans le but d'éliminer les gaspillages. Je vous présente une chaîne de valeur très, très, très sommaire, puis on va surfer à travers ça, à travers cette chaîne de valeur-là tout au long de la présentation. Je vais vous la présenter grosso modo, mais elle est très différente de celle de votre organisation. Je présume que vous voyez mon curseur qui tourne autour du client en haut. Oui, excellent, merci. Donc, dans cette organisation-là, j'ai un client qui entre en contact avec l'organisation, puis c'est très sommaire. On va planifier la commande du client. J'ai ce premier secteur-là. J'ai des approvisionnements. Et ensuite, les approvisionnements vont faire le lien avec les fournisseurs qui vont nous réapprovisionner. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est les principales activités qui créent de la valeur pour mon client. Tracer, découper, plier une coque, plier un mât, perforer une coque et un mât, perforer la voile, assembler, faire l'inspection et ensuite, on livre ça au client. Donc, la ligne du bas, ce sont des activités qui ont de la valeur pour le client. Et les 2 départements qui sont en haut, les appros et la planif, ça n'a pas vraiment de valeur pour le client, mais je n'ai pas le choix, ça fait partie de mon organisation. Donc, schématiser la chaîne de valeur d'une organisation, ça peut ressembler à ceci sommairement. Puis, on se rappelle que dans toute chaîne, il y a toujours un maillon faible. Donc, la chaîne de valeur a un maillon faible et c'est son goulot d'étranglement.
Le goulot d'étranglement, ça peut être un processus, une activité, un équipement ou une équipe. Puis le goulot d'étranglement, il restreint votre capacité à produire, à créer de la valeur pour votre client. Et vous devez identifier le goulot d'étranglement qu'il y a dans votre chaîne de valeur parce que vous avez beau essayer d'en faire plus, si vous identifiez pas et n'optimisez pas le goulot, c'est impossible d'améliorer la productivité de votre organisation. Donc, puis, le goulot est facile à identifier. Il y a une accumulation en amont de cette étape ou un débordement. Et cette restriction fait en sorte que c'est impossible de produire plus. Puis, il y a certaines organisations dans lesquelles le goulot d'étranglement est dynamique. Ça veut dire que d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre ou d'un moment à l'autre de l'année, le goulot peut se déplacer. Mais quoi qu'il en soit, on doit l'identifier et le gérer. Puis la suite de la présentation, je vais l'aborder un petit peu pour parler un peu comment l'améliorer. Mais le goulot d'étranglement va créer des délais, va créer du stress, va créer de l'inefficacité et c'est ce qui nuit à la productivité globale de l'organisation. Dans la chaîne de valeur que je vous ai présentée, le goulot est au poste d'assemblage ici. Je vous présente un indicateur de base qui va nous permettre de voir le avant et le après au niveau de la productivité et je vous invite à adopter cette manière de calculer la productivité. Donc, dans la chaîne de valeur que je vous ai présentée, on produit par heure 40 unités. Et dans mon organisation, il y a 11 ressources directement en lien avec la productivité. Là, j'exclus la planification et les approvisionnements, comme je vous ai parlé tantôt. Et l'indice de productivité va se calculer comme ceci. J'ai 40 unités produites avec 11 heures de main-d'œuvre pendant l'heure où je produis mes 40 unités. Donc, si on divise 40 unités par 11 heures main-d'œuvre, mon indice de productivité actuel, c'est 4,63 unités par heure main-d'œuvre. Ça veut dire que si je rajoute une ressource dans ma chaîne de valeur, je devrais produire 4,63 unités de plus par heure pour être aussi productif que je le suis actuellement. Ça, c'est si je suis productif actuellement. C'est ce qu'on va voir. On va revenir tantôt sur cet indicateur-là parce que ça, c'est la situation avant d'appliquer les recommandations que je vais vous formuler. Donc, la deuxième étape, je disais, schématiser la chaîne de valeur dans le but d'éliminer les gaspillages. Donc, on va aborder le volet gaspillage. Shingo, qui a passé sa carrière à améliorer le fonctionnement de l'entreprise Toyota, il dit que la sorte de gaspillage la plus dangereuse, c'est celle que nous ne voyons pas. Souvent, elle est présente, mais on n'est pas conscient que c'est une source de gaspillage qui nuit à la productivité d'une organisation. Puis, ce qu'il décrit par rapport à ce qui se passe chez Toyota, il positionne le système de production comme étant une philosophie de pensée qui implique l'élimination constante des gaspillages. Et les gaspillages, ce sont tout ce qui n'ajoute pas de valeur pour le client. Puis on se rappelle que dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, toutes les ressources sont indispensables dans notre organisation. Et malheureusement, on gaspille une partie du temps, de la disponibilité de nos ressources à leur faire des gaspillages bien malgré elles. Puis ces gaspillages-là, on les retrouve dans les processus dans lesquels les gens évoluent quotidiennement. Puis ce que Shingo dit, c'est que pour réduire les gaspillages, il faut revoir les méthodes de travail en réduisant les transports, les délais, les manipulations inutiles et ainsi de suite. Pour bien identifier les gaspillages qui nuisent à la productivité de votre organisation, je vous invite à analyser le processus ou analyser les différents processus.
Et ce que vous voyez à l'écran, c'est une représentation avec des post-it de couleurs différentes qui permettent d'analyser chacune des étapes d'un processus. Et ici, je vous présente le processus qu'il y a au goulot d'étranglement. On ne passera pas à travers toutes les étapes, on ne lira pas tous les post-it parce qu'on va surfer encore un petit bout sur ça aussi, mais lorsqu'on prend le temps d'identifier chaque activité, chaque action qui se déroule dans le processus du goulot, j'attire votre attention sur les post-it jaunes. Ce sont les activités à valeur ajoutée du goulot. Tout le reste, c'est des activités. Le bleu, c'est des procédures, puis le beige, c'est comme des ajustements, disons, là. Mais ce qui nous permet de créer de la valeur pour le client, c'est les post-it jaunes. Donc, on doit remettre en question tous les post-it d'autres couleurs parce que ce sont des activités qui viennent gaspiller le talent puis la disponibilité de nos ressources. Comme il a été mentionné, puis tout ce dont je vais vous parler dans les prochains instants, on peut, je vous invite à une formation publique qu'on va faire le 15 et le 23 février prochain, où on va entrer beaucoup plus en profondeur dans ces détails-là. Mais là, comme je vous dis, je fais un surf très sommaire. Puis il y a aussi dans le livre que j'ai publié, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui suit. Ça, je l'ai mentionné. Là, on va passer un peu de temps sur cette image-ci. Ce qui nuit à la productivité de votre organisation et ce sur quoi vous devez investir les efforts dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, ce sont les différents types de gaspillage qu'il y a dans votre organisation. Et ces types de gaspillage-là sont regroupés par famille. Je vais prendre un petit peu de temps pour les regarder un par un avec vous. Si vous observez de la surproduction, puis là, le mot production, je ne voudrais pas que ça irrite vos oreilles parce que vous n'êtes pas dans une entreprise de production, vous êtes peut-être dans le domaine de la santé, vous êtes peut-être dans une organisation de services, mais le mot production, c'est la valeur que vous créez. Fait que la surproduction, là, grosso modo, là, c'est produire plus que requis ou produire plus tôt que requis. Des fois, il y a des gens qui se pensent bien efficaces parce qu'ils prennent on va prendre de l'avance. Mais quand je prends de l'avance à faire quelque chose dont je vais me servir demain, après-demain ou la semaine prochaine, ça nuit à la productivité de l'organisation. Parce qu'au moment où je travaille à faire de la surproduction, je ne suis pas disponible à créer la valeur dont on a besoin actuellement. Et derrière la surproduction se cachent parfois des ressources qui vont peut-être ralentir leur rythme de production parce qu'ils prennent de l'avance au lieu d'aller aider un autre secteur qui peut avoir plus besoin d'aide. Donc, par exemple, le secteur qui est le goulot. La surproduction, ben, si on fait des piles de matériel ou de dossiers qu'on n'a pas besoin tout de suite, ben, il faut penser que des fois, cette pile-là va prendre de l'espace. On va devoir la manipuler, peut-être la déplacer. La pile peut-elle tomber, s'abîmer? Puis tout ce que je viens de nommer là, ben, ça génère juste d'autres gaspillages, d'autres pertes de temps qui vont nuire à la productivité des individus qui sont là pour créer de la valeur et non gérer des gaspillages et faire des activités à non-valeur ajoutée. Donc, la surproduction, c'est le premier sujet qu'on doit adresser dans une organisation. Il faut éliminer la surproduction et viser le juste à temps. Travailler en plus petite quantité et créer la quantité dont on a besoin, puis ensuite, on peut se diriger vers le secteur le plus critique. On reviendra, disons, au premier secteur, comme à notre secteur à nous. Créons la valeur requise, allons contribuer ailleurs à générer de la valeur. Le deuxième type de gaspillage qui est à identifier et à corriger, à éliminer, en fait, ce sont toutes les corrections, la non-qualité qu'il y a. Reprendre un travail qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre
recevoir une information incomplète, devoir recontacter quelqu'un. Hey, là, c'est des pertes de temps, par-dessus perte de temps. Là. Mais là, c'est parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas le temps de perdre notre temps. Là. Donc, on doit identifier toute source de correction et aller corriger ça à la source. Puis, on doit mobiliser les gens à prendre conscience que les corrections, c'est une grande non-valeur ajoutée et ça nous fait perdre du temps à créer de la valeur. Tout déplacement inutile, transport inutile, des fois, c'est en fonction de l'aménagement. Des fois, c'est ce qui fait en sorte qu'on doit se déplacer puis se transporter. Est-ce qu'on est en mesure de réduire les distances, réduire le nombre de fois où on se déplace, se réaménager? Donc, tout le temps qu'on perd à se déplacer et à se transporter, c'est du temps qu'on n'a pas pour créer de la valeur. Chaque attente qu'il y a, un humain qui attend après un humain, une machine qui attend après un humain qui attend après une machine. Donc, ça démontre une certaine désynchronisation. Et si c'est le goulot d'étranglement qui attend, bien là, si le goulot arrête de travailler pendant 5 minutes, 30 minutes, 1 heure dans une journée, là, la productivité globale de l'organisation en paye le prix. Là. Donc, on doit identifier et éliminer les différentes attentes. Le gaspillage d'inventaire. Naturellement, les ruptures de matériel vont créer leur lot de problématiques dans l'organisation. Mais si on est plus efficace au niveau de la gestion des inventaires, ben, au lieu de régler ces problèmes-là à longueur de journée, ben, on a des gens qui sont disponibles à créer de la valeur. Et le premier gaspillage dont je vous ai fait part, c'est la surproduction. Bien, surproduire, ça peut créer des inventaires inutiles. Puis, si on doit gérer ça, bien, on n'est pas en train de créer de la valeur. Des mouvements qui sont inefficaces, des environnements de travail qui sont mal adaptés, vont générer leur lot de gaspillage eux aussi, des pertes de temps pour nos équipes. Des procédures et des méthodes qui sont inefficaces, qui n'ont pas été remises en question depuis longtemps, et comme le processus que je vous ai montré tantôt avec les post-it, bien, lorsqu'on prend le temps d'analyser les procédures et les méthodes de travail, on peut identifier plusieurs activités qui n'ont aucune valeur et on peut identifier des gaspillages. Et encore une fois, si on investit le temps que ça prend à les éliminer, bien, on va récupérer ce temps-là afin de créer de la valeur. Le 8e gaspillage, la 8e grande famille de gaspillage, c'est le gaspillage des connaissances des gens qui créent de la valeur. L'entreprise Lean va valoriser beaucoup les connaissances des gens qui créent la valeur. Puis les gestionnaires doivent soutenir les gens qui créent la valeur et être à l'écoute de leurs besoins afin de leur faciliter la vie dans la création de valeur. Puis souvent, ce sont ces personnes-là qui sont les mieux placées pour dire quels sont les problèmes qu'ils vivent à tous les jours et qu'est-ce qui doit être adressé afin de les aider à améliorer la productivité et à être plus efficaces. L'idée ici, ce n'est pas de demander aux gens de travailler plus fort ni de travailler plus vite, loin de là. C'est de travailler mieux, mais il faut leur donner les moyens. Donc, on doit impliquer les gens, on doit aller écouter leurs connaissances pour régler les différents types de gaspillage qu'ils vivent et ceux qu'ils ne voient pas aussi. Parfois, on doit faire prendre conscience aux gens qu'une activité qui se déroule actuellement n'a aucune valeur ajoutée, comme par exemple quelqu'un qui fait de la surproduction. Bien, il faut lui faire prendre conscience que ça n'ajoute pas de valeur et qu'on doit changer ça si on veut récupérer de la capacité à créer de la valeur. Au bas complètement de la liste, il y a la surcharge. Donc, des fois, ça peut être un secteur qui est en surcharge et cette surcharge-là va avoir un lot de conséquences qu'on doit adresser aussi, qu'on doit éliminer. Donc, on va essayer d'avoir un flux de production ou de création de valeur qui est plus linéaire. Et on veut éliminer, le dernier point de la liste, l'irrégularité. L'irrégularité va créer son lot aussi de gaspillage
parce que, puis je vous donne un exemple bien simple, une clinique d'oncologie que j'ai accompagnée il y a quelques années, le lundi, on fait venir 13 patients, le mardi, 18, mercredi, 28, jeudi, 22, vendredi, 13. Donc, on a une grande irrégularité au cours de la semaine. Puis le mercredi, on doit faire du temps supplémentaire. Ça n'a aucun sens. Donc, on a revu, on a essayé de redistribuer de manière plus linéaire, plus régulière, le nombre de patients qu'on accueillait dans cette clinique d'onco-là. Fait que ça a permis d'éliminer un paquet de gaspillage et de réduire le stress sur les ressources aussi. Mais grosso modo, ces différents types de gaspillage-là ont un effet direct sur la productivité globale de votre organisation. Et dans le contexte actuel, puis je me répète, on doit les éliminer pour récupérer ce temps-là afin de répondre à la demande du marché. Lorsque vous faites la liste de gaspillage, je vous invite, vous commencez à travailler sur un plan d'action, là. Nommez les gaspillages sur lesquels vous trouverez des solutions responsables, échéances. C'est fort probablement un concept que vous connaissez très bien en tant que gestionnaire dans une organisation, mais ce que vous voyez dans le haut, que je n'ai pas nommé, mais c'est facile de mesurer les gaspillages qu'il y a dans une organisation et vous allez vous rencontrer que vous êtes en mesure de récupérer plusieurs heures de disponibilité afin de créer de la valeur dans votre organisation si vous les identifiez. Le Lean Management offre plusieurs outils afin de pallier aux différents gaspillages. Je les nomme sans rentrer dans le détail parce que là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Lorsque vous identifiez un gaspillage, remontez la chaîne des 5 pourquoi afin de trouver la cause fondamentale. Donc, il y a un gaspillage, il y a une activité à non-valeur ajoutée qu'on voit. Pourquoi existe-t-elle? À la première réponse, arrêtez pas là. Pourquoi ça? Pourquoi? Trouvons la cause fondamentale de la situation qu'on veut éliminer. Allons travailler sur la cause fondamentale, puis on va avoir réglé un paquet de problèmes. Favoriser les contrôles visuels et non les informations tout simplement auditives. C'est beaucoup plus facile pour les gens de se retrouver dans un environnement visuel que auditif. Faites du 5S. Le 5S vise à créer des environnements de travail efficaces. Utilisez des dispositifs anti-erreur afin de contrôler la qualité à la source et de s'assurer que ce qui est fait est bien fait et que les êtres humains feront moins d'erreurs, bien malgré eux. On se rappelle, c'est des processus surtout qui sont inefficaces. On peut faire ce qu'on appelle du SMED, la réduction des temps de mise en route. On peut utiliser des Kanban pour réapprovisionner les inventaires avec des minimums maximums pour éliminer les ruptures de stock. Andon, lorsqu'une erreur est détectée dans le processus ou dans votre chaîne de valeur, il faut arrêter, il faut lever la main et dire « Oh, attends un peu, il y a un problème qui est apparu ici, il faut identifier la cause fondamentale, allez le régler aussi. » Réduisez la taille des lots afin d'éviter la surproduction. Et calculez votre takt time, qui est la cadence à laquelle vous devez créer de la valeur. Ce dernier sujet-là, on va le développer un petit peu dans les prochains instants. Puis comme je vous ai dit, tout ça, ça fait partie du coffre à outils Lean. On peut explorer ça beaucoup plus en profondeur, mais ça va vous aider à éliminer de la non-valeur ajoutée puis des gaspillages. Puis dans le processus que je vous ai présenté un peu plus tôt, si on identifie des gaspillages, puis on applique des solutions, je suis en mesure d'éliminer les activités sur lesquelles il y a des X actuellement. Et puis ça, c'est un cas réel là, que je vous présente là. Mais le fait d'éliminer ces gaspillages-là à mon poste goulot, si vous vous rappelez, il y a 10 minutes, je vous ai présenté un indicateur de productivité. Bien, ce que vous avez là, en avant des yeux, c'est le avant, le après. Donc, à ce goulot d'étranglement-là qui produisait 40 unités à l'heure avant, on était en mesure d'augmenter la productivité de 50 % sans rajouter de ressources. Mais après, on est en mesure de produire 60 unités à l'heure. Avec mes 11 ressources,
on fait le même calcul, l'indice de productivité a bondi de 3,63 unités à l'heure main-d'œuvre à 5,45. Et cette réalité-là, ben ça nous a permis de répondre, de un, à la demande du marché, mais avec les mêmes ressources, en éliminant les gaspillages, on a amélioré la productivité globale de l'organisation. C'est vraiment, ce n'est pas en rajoutant des ressources, parce que le fait d'avoir implanté les principes Lean nous a dégagé une marge de manœuvre assez incroyable dans cette entreprise-là, puis je vais vous le montrer encore dans les prochains instants. Puis là, je vous ai parlé des gaspillages qu'il y avait au goulot, qui était le poste ici, mais chaque étape de la chaîne de valeur est remplie de gaspillage. C'est la même réalité dans votre organisation. Donc, on doit vraiment investir du temps là-dessus pour éliminer tous les types de gaspillage qu'il y a dans notre chaîne de valeur. La troisième étape consiste à synchroniser les différentes étapes de votre chaîne de valeur. Puis gardez en tête qu'il est impossible de faire plus que le goulot d'étranglement. Puis là, ça ne fera peut-être pas du sens pour vous ce que je vais dire, mais la logique, c'est d'identifier quelle est la cadence à laquelle le goulot d'étranglement est en mesure de créer de la valeur et de se synchroniser à sa cadence. On ne peut pas produire plus que l'étape la plus lente, donc adaptons-nous à l'étape la plus lente et optimisons-la par la suite. Donc, pour créer un flow synchronisé, Kent Nagano, là, lui, il a synchronisé une organisation, quelque chose de rare. Hein? Et chaque maestro est en mesure de synchroniser une très grande entreprise avec plusieurs départements différents, plusieurs ressources. Et pourtant, ils jouent à la perfection. Ils sont parfaitement synchronisés. C'est la même logique avec votre organisation. Si on ne peut pas aller plus vite que l'étape la plus lente, connaissons la cadence, le tempo de notre organisation et synchronisons-nous à sa cadence afin d'améliorer la productivité globale de l'organisation. Donc, actuellement, vous êtes fort probablement en flux poussé dans votre organisation, ce qui signifie que lorsque un client entre dans votre chaîne de valeur, après la première étape, on pousse ça à la deuxième étape, on le pousse à la troisième, à la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a satisfait le besoin du client, puis dans l'exemple qu'il y a ici, qu'on va livrer son produit. Mais dans votre organisation, c'est fort probablement la même réalité, et cette surproduction-là, ben, on gaspille la productivité de l'organisation. Si je suis en mesure de surproduire à des étapes en amont de mon goulot, ça veut dire que j'ai plus de capacité en amont de mon goulot qu'à mon goulot. Donc, on doit en prendre connaissance et d'aller gérer cette situation-là. Puis lorsqu'on est dans un flux poussé, il y a beaucoup d'irrégularités entre les différentes étapes de la chaîne de valeur, ce qui crée des gaspillages et qui gaspille la disponibilité des ressources disponibles. Donc, on doit calculer la cadence, notre tempo. Et ça s'appelle le tac time. Tic-tac, tic-tac. Tac, T-A-K-T, c'est cadence en allemand. Puis je vous donne un exemple dans l'entreprise que je vous ai présentée sur la chaîne de valeur. Afin de répondre à la demande, on doit créer 60 unités en 60 minutes. La cadence de l'entreprise globale doit être 1 unité par minute. C'est sûr que c'est une petite unité de mesure parce que dans votre organisation, vous ne faites peut-être pas ce genre de production-là. Mais si, par exemple, vous devez accueillir 48 clients en 8 heures, ben c'est 6 clients à l'heure. C'est 1 client par 10 minutes. Fait que votre cadence, c'est 10 minutes. Si vous êtes une entreprise qui doit créer des dossiers, gérer des dossiers,
vous devez faire 24 dossiers en 8 heures, ben c'est 3 dossiers à l'heure. La cadence, c'est 20 minutes. Donc, on doit synchroniser notre chaîne de valeur en fonction de la cadence à laquelle elle doit correspondre. Donc, dans mon atelier qu'il y a ici à l'écran, ma cadence doit être 1 minute. Suivez bien la suite. Okay? Là, il y a une petite particularité avec ça. Déjà, le fait de parler de cadence organisationnelle, pour certaines personnes d'entre vous, c'est peut-être une nouveauté, mais c'est une notion qui est très méconnue dans les organisations. Le fait de connaître la cadence, qui est de 1 minute, l'entreprise sur laquelle je vous ai présenté la chaîne de valeur, le temps à valeur ajoutée pour créer une unité, c'est 4 minutes 10 secondes. Quand j'additionne le temps que ça prend pour tracer, découper, plier, perforer et ainsi de suite, 4 minutes 10 secondes. On fait un chiffron, 4 minutes. Si le temps à valeur ajoutée, c'est 4 minutes et que la cadence, c'est 1 minute, 1 divisé par l'autre, ça me dit le nombre de ressources dont j'ai besoin pour créer de la valeur. Là. En fait, c'est 4,16 ou 4 personnes. Là. Et 4 personnes qui ont à peu près 1 minute de temps de tâche à réaliser, ben, 4 personnes qui font 1 minute sont capables d'être synchronisées et de créer de la valeur en 1 minute. Fait que lorsque vous faites ce calcul-là dans votre organisation, quel est le temps à valeur ajoutée afin de créer le produit, le bien ou le service de notre client, divisé par la cadence, ça nous permet de déterminer le nombre de ressources dont on a besoin. Actuellement, sur ma chaîne de valeur, j'ai 2 personnes qui font le traçage. Une personne à la découpe, une personne blablabla, vous voyez. J'ai 11 ressources dans mon organisation. Et mathématiquement, afin de répondre à la demande, j'en ai besoin de 4. Je ne formule jamais la recommandation de passer de 11 à 4, bien entendu. Puis dans le contexte qu'il y a actuellement, le meilleur fonctionnement, ce serait peut-être d'avoir 5 ou 6 ressources parce que je ne veux pas brûler mes ressources. Je ne veux pas leur en demander trop puis de créer d'autres problèmes, vu qu'on est déjà en pénurie de main-d'œuvre. Mais là, ce calcul-là me démontre clairement que quand je regarde le temps à valeur ajoutée à chacune des étapes, tracer, là, ça prend 25 secondes. Si ma cadence, c'est 1 minute, j'ai besoin de 0,42 personnes au traçage. Si le découpage, c'est 25 secondes, même chose. Si plier, c'est 20 secondes, j'ai besoin de 1/3 d'une personne si je m'adapte à la cadence de mon goulot. Et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et qu'on a plusieurs ressources comme ça, on a de la capacité cachée parce que la majorité sont en flux poussé. Fait que dans mon contexte de pénurie de main-d'œuvre, ben là, dans mon organisation, là, j'ai une marge de manœuvre parce que mathématiquement, je suis en mesure de le démontrer. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce n'est pas ce que je vois sur le terrain? C'est tous les gaspillages qui viennent gaspiller naturellement la disponibilité des ressources dans l'organisation. Afin de synchroniser l'organisation, comme je vous l'ai mentionné, on doit éliminer les gaspillages, puis plus vous allez appliquer le principe de la cadence de votre chaîne de valeur, plus ça va être simple de vous synchroniser. La 4e étape va consister maintenant à implanter un flux tiré dans l'organisation. Donc, au lieu d'être un flux poussé comme on l'est traditionnellement, bien, pour être bien synchronisé, on va implanter un flux tiré. On ne peut pas en faire plus que l'étape la plus lente qui est le goulot. Puis dans l'exemple que je vous donne là, la cadence, c'est 1 minute. Bien, je dois être en mesure d'envoyer un signal, que mon goulot envoie un signal aux étapes en amont. On va utiliser ce qu'on appelle, je vais venir ici, on va utiliser ce qu'on appelle
des signaux Kanban entre les différentes étapes de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez sur quelque chose, on fait l'étape numéro 1, on doit l'envoyer à l'autre. Au lieu de se permettre d'accumuler une pile, par exemple, de 10 dossiers, 10 unités, peu importe la grande quantité, on peut se mettre un espace entre les deux avec un minimum et un maximum. Puis ici, dans l'exemple que j'utilise, on va dire, ben regarde, mets-moi en un, là, quand tu auras fait un traçage, mets-le ici, en attente, là, puis c'est correct, j'en ai pas besoin de plus. Puis l'autre étape, même chose. On détermine la quantité minimum qu'il doit y avoir entre les différentes étapes de la chaîne de valeur, et ça peut être des dossiers, parce que je le fais avec des grandes organisations qui gèrent des projets. Quand tu auras fait la première étape du projet, mets ça là, puis pousse, même-en pas 3, 4, 5, là, tu m'enterres inutilement. Mais le principe va être que lorsque le goulot d'étranglement va livrer son unité, disons, à l'étape suivante, bien le goulot viendra puiser dans le Kanban qui est en amont pour dire, je prends ça, je l'apporte à mon poste de travail. Fait que la personne ou l'étape qui est en amont voit que son Kanban s'est vidé, parfait, viens chercher l'unité ou le dossier qui est en attente de ton travail, fais le travail, puis mets-le dans le stationnement qu'il y a ici, c'est-à-dire dans le Kanban, et ainsi de suite. On va se synchroniser comme ça à la cadence que j'ai nommée tantôt comme exemple, soit à 1 minute, à 10 minutes, à 20 minutes, peu importe. C'est un calcul qui doit s'adapter à la réalité de votre organisation. Et tout ceci, la 5e étape, ce qu'on vise, c'est on doit viser la perfection. C'est que, ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas abandonner lorsqu'on veut appliquer ça. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est pour vous démontrer que c'est possible d'améliorer la productivité de l'organisation parce que la chaîne de valeur que je vous ai présentée, on est passé de 40 unités à l'heure à 60 unités à l'heure sans ajouter de personnel supplémentaire. On pensait qu'on était en pénurie de main-d'œuvre dans cette organisation et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait 11 personnes et que mathématiquement, on en avait besoin de 4 ou 5. Et là, l'idée n'était surtout pas d'éliminer des postes, là, vraiment pas. Aujourd'hui, il y a encore 11 personnes dans cette organisation-là, mais on a pu améliorer la productivité en éliminant surtout la surproduction. Et aujourd'hui, lorsque des gens qui sont à des étapes en amont du goulot d'étranglement ont de la disponibilité, ces personnes-là viennent au goulot, viennent contribuer à ajouter de la valeur. Et tout ceci doit se faire, bien entendu, en considérant les compétences requises d'une personne et de l'autre et certaines règles de fonctionnement de l'organisation. Mais, puis par exemple, on peut avoir, puis je veux juste redonner un exemple du domaine de la santé parce que c'est facile pour tout le monde de reconnaître ça. Il peut y avoir des compétences de chirurgien, infirmière auxiliaire, préposé, technicien, technicienne et ainsi de suite. L'idée, ce n'est pas de demander à un préposé de venir faire le travail du chirurgien, loin de là. Mais si un préposé, par exemple, a du temps et qui se présente au goulot, il peut avoir certaines tâches que cette personne-là fasse qui ne requièrent pas les compétences du chirurgien ou de la chirurgienne. Et l'inverse est aussi vrai. Il y a certaines tâches de mon spécialiste en chirurgie que cette personne-là peut faire, mais que ça ne requiert pas nécessairement ses compétences. Donc, on peut se promener comme ça à analyser les différentes compétences des gens et les tâches qui peuvent être faites par une personne ou par une autre afin de récupérer toute la disponibilité qu'il y a dans nos différentes ressources dans l'organisation et de mettre en valeur toute leur disponibilité afin de créer le plus de valeur possible. Tout ce que je vous ai présenté là, en 30-35 minutes, quelque chose comme ça, ça se fait. Ça doit s'adapter à la réalité de votre organisation. Et comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, on va organiser une cohorte au printemps
le 15 et le 23 février à l'université, au centre de formation. José va pouvoir en parler plus dans les prochaines secondes, mais on va adresser beaucoup plus en profondeur ceci, puis vous allez avoir le temps de faire des travaux pour l'appliquer dans votre milieu de travail, pour essayer vraiment de l'appliquer puis de le rendre disponible et de vous permettre de récupérer cette productivité qui est disponible dans votre organisation, mais qu'actuellement, vous n'avez pas parce qu'elle est remplie de sources de gaspillage. Fait que voilà, je conclus sur ça. Puis le but, c'est vraiment, je vous encourage à identifier les gaspillages puis à les éliminer pour récupérer toute cette capacité que vous avez, qui est cachée dans votre organisation.